faire part dans cette causerie des réflexions d'ordre sociologique et ethnologique en ce qui concerne les groupes. Je m'intéresse beaucoup aux groupes, à la dynamique des groupes. Et il y a souvent une dialectique assez compliquée et assez tordue entre ce que le groupe met en avant comme étant son objet principal d'activité et d'identification, sa raison d'être, et les vraies raisons d'être du groupe. Et l'intérêt du sociologue, à mon avis, et de l'ethnométhodologue, je fais allusion à Garfinkel, j'ai suivi pendant des années les cours d'ethnométhodologie avec Yves Le Serre, d'ailleurs j'ai publié, j'ai fait un DESS avec lui, etc. Il y a, donc j'ai étudié les groupes juifs, les groupes d'astrologues, et puis différents groupes comme cela qui se réunissent par exemple dans les cafés philo, etc., les colloques. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent ce qui fait que le groupe tient n'est pas ce qu'il met en avant. Ce qui fait que même quand il ne réussit pas dans ce qu'il met en avant, ça ne fait pas disparaître le groupe parce que ça n'était pas la vraie raison d'être du groupe. Inversement, si la vraie raison du groupe est compromise, même si apparemment le groupe va dans la direction de son objet officiel, ça ne va pas permettre au groupe de continuer à exister. Donc là, il y a une dialectique extrêmement subtile entre ce qui fait que le groupe fonctionne et existe et son activité officielle, ce qu'il prétend être son activité. Et cette dualité est souvent l'occasion de malentendus et de quiproquos. On peut s'en douter d'ailleurs. Quelqu'un qui arrive dans un groupe, il ne comprendra pas tout de suite de quoi il s'agit. Il croira que l'important dans le groupe c'est ceci, alors que ce n'est pas ceci du tout. Par exemple, bon, le cas classique, c'est évidemment des gens qui se réunissent simplement pour passer du temps ensemble et qui soi-disant le font par rapport à une activité donnée, mais cette activité donnée n'est qu'un prétexte en vérité, elle n'est qu'un prétexte. Et donc en fait, celui qui serait venu par rapport à ce prétexte, qui n'aurait pas le profil réel du groupe, eh bien, il serait en porte-à-faux. Alors, j'avais fait je crois en 2000, une conférence dans un milieu juif qui avait fait un peu scandale. C'était les juifs laïcs. Je me souviens d'ailleurs que c'était une conférence que j'avais donnée notamment à la mairie du 13e, à la place d'Italie. Et au début des assises du judaïsme laïque, je crois. Et j'avais dit que les juifs laïcs, en réalité, ce qui unissait les juifs laïcs, ce n'était pas le judaïsme laïque. C'était en fait le fait d'être se retrouver entre ashkénazes polonais, souvent marqués par le Parti communiste, et que c'était ça qui était la véritable culture du groupe en question, avec les mœurs propres à ce groupe, le goût par exemple dans les réunions de... moi-même je n'ai pas vraiment fréquenté le Parti communiste, mais enfin, où il y avait un mode de fonctionnement qui semble à mon avis assez marqué par soit le Parti communiste, soit éventuellement des pratiques polonaises, judéo-polonaises, familiales, enfin tout un ensemble de choses qui faisaient que quelqu'un qui n'appartenait pas à cette mouvance se trouvait un petit peu en porte-à-faux. Il y a eu quelques exceptions, mais globalement, même s'il y a des séfarades qui sont en réalité laïques, eh bien, ils ne vont pas dans les groupes juifs laïques parce que les groupes juifs laïques, ce sont des groupes de Polonais, et marqués par la Shoah, marqués par le Parti communiste, etc. Alors ça n'avait pas beaucoup plu, mais ça expliquait pour moi que finalement, il y a tout un ensemble de pratiques parasitaires qui ne faisaient pas sens par rapport à l'objet officiel
de ce genre de mouvement qui était le judaïsme laïque, et qui en réalité faisait sens parce qu'il y avait une nostalgie, il y avait une référence à des pratiques culturelles, des pratiques comportementales, peut-être même d'ailleurs des pratiques culinaires, parce que finalement le Saint Bernard par exemple, c'était surtout la nourriture ashkénaze. Mais enfin, je veux dire, c'était le judaïsme laïque, c'était pas ça. Et puis alors, bon, parallèlement, donc j'ai beaucoup fréquenté les milieux juifs, les milieux religieux, non plutôt les milieux astrologiques. J'ai fréquenté aussi d'ailleurs les séminaires de l'école pratique de hautes études, enfin bon, on pourrait aussi parler de ça. Les domaines de la thèse, de doctorat, ça aussi c'est pas triste. Mais je voudrais revenir sur un sujet que j'ai d'ailleurs souvent abordé, mais je me répète parce que finalement je veux que ce message passe et qu'il passe sous différents angles. En l'occurrence, effectivement, qu'est-ce qui fonde justement, qu'est-ce qui rassemble, tout me prenez là, qu'est-ce qui rassemble les gens qui font l'astrologie? Je ne parle pas des gens qui vont voir l'astrologue ou qui lisent les journaux l'astrologie, je parle des gens qui participent à la vie astrologique, qui vont à des colloques, qui vont à des conférences, qui vont à des soirées astrologiques, des dimanches après-midi astrologiques, etc. Et là, je l'ai dit, le problème, il est plutôt dans le domaine d'une forme de perversion sexuelle, pour dire les choses comme elles sont. Des gens qui sont en recherche d'identité sexuelle, qui sont souvent atypiques par rapport au masculin et au féminin. Et en fait, l'astrologie, ce n'est pas très important dans cette histoire-là, si ce n'est que, parce que c'est quand même l'activité, si ce n'est que l'astrologie telle qu'elle est devenue, est une astrologie qui ne parle pas du sexe, qui ne divise pas l'humanité entre hommes et femmes, qui les divise en 4 éléments, en 12 signes, en X planètes, mais on ne parle pas de la dualité masculin-féminin, bien qu'il y ait une tradition de yin-yang en astrologie chinoise, mais elle n'est pas au cœur du sujet. Et quand elle l'est, on dit, mais moi je suis un petit peu ceci, un petit peu cela, donc on est dans l'androgyna, donc c'est pas vraiment ça. Et donc il faut appartenir à cette population un petit peu en quête d'identité sexuelle, d'identité de genre, pour faire partie de ces groupes astrologiques en réalité. Et c'est ça la vraie motivation. Alors, étrangement, on a actuellement des réunions, souvent des grandes réunions astrologiques, des grandes messes astrologiques. Pour qu'une grande messe, il faut dire qu'il y ait une bonne centaine de personnes déjà, c'est un peu un ordre d'idée. Et là, on a quand même 95% de femmes. Alors, donc la dualité, elle n'existe même pas dans la salle, en quelque sorte. C'est encore plus intéressant. Il n'y a même pas de dualité au niveau de la population. Et donc on a une unicité, une sorte d'humanité uniquement féminine, donc qui est à la fois, puisqu'elle est uniquement féminine, elle est donc universelle. Hein. À partir du moment où on n'a pas le masculin en face de soi, on est l'humanité. Voilà, donc on est dans l'androgyna, la femme devient l'homme, l'être humain, et elle n'a plus besoin de la présence masculine. En tout cas, les hommes n'en font pas partie, parce que justement, quelque part, il y a quelque chose de toxique dans ces milieux qui font que le couple, il y a très peu de couples dans les réunions astrologiques, pour la excellente raison, c'est qu'il y a très peu d'hommes, et donc, quelque part, le couple n'est pas au cœur, et pourtant, l'astrologue va devoir traiter de ce sujet, éventuellement, dans sa consultation, etc. Hein. Bon, voilà, autre problème. J'en ai déjà parlé ailleurs. On ne va pas régler le problème de l'homme et de la femme, on va dire seulement vous avez un thème, l'autre a un thème, et puis on va comparer les deux thèmes, ce qu'on appelle la synastrie. Mais ce n'est pas vraiment la dualité masculin-féminin. Et quand on interroge les astrologues sur le masculin-féminin, eh ben, ils n'ont rien à dire, si ce n'est, alors là, carrément des clichés complètement éculés, et auxquels ils ne croient même pas eux-mêmes, du genre, ah oui, en astrologie, le féminin est passif, le masculin est actif. Bon, on ne peut pas faire grand-chose avec ça non plus. Et le problème, c'est que quand on leur propose une solution, quand on leur dit, mais on peut vous enseigner des choses là-dessus, on peut vous faire des
des formations sur le masculin féminin. Oh, ça surtout pas, l'astrologie nous suffit, on ne veut pas du tout entendre parler de ça. Donc il y a des problèmes qui apparaissent et qui font que l'astrologie est instrumentalisée par des populations qui ont des problèmes particuliers à résoudre et qui chartrent l'astrologie de sa problématique masculin-féminin parce que ça les arrange. De la même façon que le judaïsme laïque a été en grande partie instrumentalisé par des populations juives qui étaient finalement centrées sur le monde ashkénaze, et quelque part dans un refus du monde séfarade. Là aussi, il faudrait effectivement discuter. De toute façon, il y a des refus. J'ai dit tout à l'heure, l'astrologie, les groupes astrologiques sont dans le refus du masculin, en tout cas de la dialectique masculin-féminin, ce qui revient au même d'ailleurs. Et le groupe judaïsme laïque, que j'ai beaucoup fréquenté dans les années 89, 80, jusqu'à 2000 quelques, donc pendant une bonne dizaine d'années, sans parler de périodes antérieures où j'ai également été très actif, dans la création du CERIJ en 78. Mais là aussi, bon, il y a un rejet quelque part. Alors, il y a le rejet, évidemment, on dirait, le rejet du religieux, ça c'est officiellement le rejet du religieux, le rejet du sionisme, parce que quelque part, le judaïsme laïque se veut quelque part trouver une autre solution, une autre voie que celle-là. Et ça, nous l'avions déjà dit en 1978 quand nous avons créé le cercle d'études et de recherche sur l'identité juive. Bon, je n'ai pas encore complètement résolu la question en quoi il y a un rejet. Et il semblerait que ce sont des personnes souvent qui ont des parcours familiaux, des situations familiales assez délicates. Donc finalement, s'ils sont dans le judaïsme laïque, c'est souvent parce que il y a un des parents qui n'est pas juif, des choses comme ça. Donc l'identité juive est également un peu chancelante au niveau juridique, parce que on sait que il faut être juif par les femmes, etc. Enfin, donc des gens qui portent des noms juifs, mais dont la mère n'est pas juive, ne sont pas reconnus comme juifs. Donc je crois que ça rassemble aussi des gens de cette catégorie-là. Et il y a peut-être plus de mariages mixtes dans le monde ashkénaze que dans le monde séfarade, donc, etc. On va aussi épiloguer là-dessus. Enfin, ce sont des pistes de recherche. Hein. Mais derrière donc le judaïsme laïque, qui est effectivement une volonté de constituer un judaïsme qui existe en dehors de ces modèles dominants que sont les modèles religieux, synagogales, et d'autre part les modes sionistes israéliens, tout simplement parce que les gens ne sont pas nés dans cette tradition, tout simplement. Donc ils ne sont pas nés dans cette tradition, et par conséquent, ils n'ont pas envie d'être dépendants, d'être en situation de fragilité par rapport aux gens qui sont dans cette tradition. Donc ils ne connaissent pas bien l'hébreu, ils ne connaissent pas bien les pratiques de prière, et c'est donc une certaine forme d'ignorance qui les unit, si on peut dire, et qui est compensée par des pratiques culinaires, par peut-être la connaissance du yiddish aussi, par une volonté endogamique plus ou moins. Bon, on peut épiloguer là-dessus très longtemps. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ma méthodologie, c'est effectivement, quand on voit un groupe qui se présente comme ayant telle activité, on s'aperçoit que la véritable raison d'être du groupe est ailleurs et que c'est ça qui va le faire perdurer.